J'ai décidé de recruter un numéro 2 en 1996. À ce moment-là, Renault traversait un moment difficile en termes de résultats. J'avais été voir Louis Schweitzer au siège de Renault. Louis Schweitzer cherche un numéro 2, donc si vous y prenez bien, non seulement vous allez travailler dans l'automobile, mais vous pouvez devenir patron de Renault un jour. Vous avez un entretien qui est important, donc vous êtes toujours un peu tendu. Hein. Mais il m'a mis très vite à l'aise. Bien sûr, la première chose sur laquelle on interroge quelqu'un qu'on veut recruter, c'est sur ce qu'il a réalisé dans sa vie. Et ce qu'il avait réalisé dans sa vie était assez impressionnant. Il m'a posé beaucoup de questions sur ce que je faisais chez Michelin, comment ça se passait. Il a mentionné le fait qu'il était aux États-Unis et qu'il y gérait une fusion. Manifestement, il faisait un effort aussi pour que je sois détendu moi-même. C'est quelqu'un, d'intelligent, mais ça, à propos, on en voit beaucoup, qui avait une force vitale, une intensité extrêmement impressionnante. Dans le regard, dans l'attitude, dans la façon de traiter les problèmes. J'étais l'homme crédible pour aider à l'internationalisation, donner un coup de fouet à la performance de l'entreprise. Donc la décision n'a pas été très difficile. Le coup de foudre évoque une dimension affective qui n'était pas en jeu. Non, j'ai rien senti du tout. Vous savez, lui n'est pas un homme très expansif. Hein. Donc un coup de foudre professionnel. Si l'on veut. Renault est une entreprise qui n'est pas quelconque, elle n'est pas banale. C'est une entreprise qui a une histoire, qui a une culture, qui a marqué, qui fait partie de l'histoire de la France, quoi. Qu'on peut critiquer, mais c'est une entreprise qui a une personnalité et qui provoque beaucoup d'émotions. Il a été accueilli de façon ouverte, les gens ont reconnu ses qualités. Il n'a jamais complètement appartenu au groupe. Mais il faut dire qu'il a beaucoup écouté, qu'il a cherché à apprendre très vite. Après, il y avait de la part de Carlos Ghosn sûrement le sentiment qu'il se sentait supérieur à la plupart des autres. C'est un mélange, c'est compliqué, c'est l'exigence. Et alors comment vous réglez l'exigence? Pas assez, trop? Bon, lui il est plutôt du côté beaucoup. Et beaucoup, vous pouvez tomber dans le trop. Quand il exerce l'autorité, c'est cassant. C'est cassant. Ça tient comme ça et boum. Le bon management, c'est faire aux gens qui vous accompagnent des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais qu'ils finissent par faire et en être fiers. Le management, c'est pas hériter d'une situation dans laquelle tout va bien, dans laquelle vous dites oh, surtout il faut rien bouger, etc. C'est pas le management, ça. Ça vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin d'administrateurs pour ça. Il a mis en place une série d'équipes, dites équipes transverses, qui avaient pour mission d'évaluer les possibilités d'économie. Et il est arrivé avec un plan de 20 milliards en 3 ans qui m'a paru ambitieux et raisonnable. J'avais fait tout un tas de propositions. Louis Schweitzer a fait son menu. Hein, il a dit je prends ça, je prends pas ça, ça je modifie, ça je suis pas d'accord, la machin, etc. Et puis c'était devenu son plan. Et donc j'ai conclu qu'il fallait fermer une usine, celle de Vilvoorde. Des ouvriers qui traversent une frontière pour manifester leur colère, l'image est pour le moins inhabituelle. Ces 8 à 900 Belges, chômeurs en sursis, savent pourtant que leur sortie est désespérée. La direction de Renault l'a confirmé, elle ne reviendra pas sur la fermeture de Vilvoorde. C'est douloureux de fermer une usine, surtout une usine qui était composée de gens bien, je veux dire, qui travaillaient bien, je veux dire, c'est d'une certaine façon, pour les gens dans cette usine, c'était d'une injustice totale. C'est sûr que quand vous vous battez en face de pays pour qui l'optimum est économique d'abord et social derrière, eh bien, si vous partez en disant, bon, l'optimum d'une entreprise, peut-être qu'il devient de plus en plus social, il y a un prix à payer là-dessus. Il y a des pays qui l'acceptent, je le comprends et je le respecte. Mais moi, ça, c'est la grande leçon que j'ai tirée de l'expérience du plan 20 milliards. On aurait pu aller plus loin, on n'a pas été plus loin.
au bout de 2 ans, je commence à m'impatienter parce que je me dis, dis donc, ça va très lentement, on est trop mou, etc. Et c'est vrai que ce qui a, quelque part, m'a complètement scotché à Renault, c'est l'arrivée de Nissan. Hanawa-san, go shukai arigatou gozaimasu. Kabunushi no minasama hajimemashite, Carlos Ghosn desu. Thank you very much for your cooperation. C'était évident après la réussite de Nissan. Je n'imaginais pas une seconde que Carlos Ghosn ne revienne pas chez Renault. Et donc, on a convenu que je prendrais la direction générale des 2 entreprises. Pour moi, la transition aujourd'hui est une transition heureuse, dans de bonnes mains. Nous avions convenu donc qu'au moment où il prendrait la présidence de Renault, il nommerait un CEO chez Nissan. Et il m'a dit à ce moment-là, ça je m'en souviens assez bien, ben voilà, celui que j'avais pressenti n'est vraiment pas à la hauteur de mon attente, et donc il me faut un peu de temps. Il n'y a pas de choix entre Carlos Ghosn et quelqu'un d'autre. Il y avait ce gars-là, c'est naturel, et c'est lui qu'on veut à la tête de Renault, et on accepte qu'il dirige les 2 boîtes. Ça s'est passé comme ça. Si une personne pouvait le faire, c'était lui. Mais je pense que même lui ne pouvait pas le faire. Je suis très heureux de revenir en France pour prendre la présidence d'une entreprise innovante, enthousiaste, comme Renault. J'ai compris après un certain temps que, au fond, ça n'avait pas été envisagé. À partir de 2005, Ghosn devient directeur général de Renault et directeur général de Nissan, plus le titre de président du conseil de Nissan. Donc il dirige bien de façon opérationnelle 2 entreprises qui sont distantes de 10 000 km et de 8 heures de décalage horaire, avec des usines, des implantations dans le monde entier, sur tous les continents. Il va incarner citoyen du monde. Pendant les 14 années de sa présidence, Carlos Ghosn va profondément transformer Renault. Accélérant son internationalisation et les délocalisations, le Renault de Carlos Ghosn va au fur et à mesure larguer ses amarres avec la France. De plan social en plan social, le nombre de salariés français va diminuer de 30%, passant de 45 000 à 30 000. Dans le même temps, Renault va augmenter ses ventes et sa rentabilité de près de 60%, passant de 2,5 millions de véhicules vendus à près de 4 millions. J'avais besoin de bousculer un peu Renault parce que je pensais que Renault n'était qu'à une toute petite partie de son potentiel. L'image de marque de Renault. Toutes les enquêtes montrent qu'elle s'est affaiblie au cours des dernières années. Renault n'est pas en crise, mais Renault reste fragile. La dimension sociale et sociétale de l'entreprise, tout simplement le rôle social d'une marque comme celle du groupe Renault, n'était pas du tout dans la préoccupation de Carlos Ghosn. Ce qui comptait, c'était le business et sans plus. L'entreprise va très bien, Monsieur Ghosn l'a annoncé, les résultats sont plus que corrects, mais pour atteindre son fameux 6% de marge opérationnelle, il est prêt à mettre 1000 personnes à la rue. J'ai été très critiqué puisque je représentais le développement de Renault à l'international. Nous n'avons pas investi 150 millions d'euros pour qu'en même temps, nous apprenions qu'on va réaliser une nouvelle Clio en Turquie. En tant qu'homme politique, c'est pas là où j'ai le plus réussi. Donc là, vous avez bien compris, c'était pas du tout dans mes cordes. Moi, je n'ai jamais été uniquement patron de Renault. Donc, j'avais forcément moins de temps pour aller convaincre les uns et les autres en France du bien fondé de ma stratégie. Et j'étais obligé de diminuer l'intensité de mes efforts dans une entreprise et dans l'autre. Il n'allait pas dans les voyages présidentiels, n'accompagnait pas. Ah oui, mais c'est dommage, il n'est pas là, ça ne l'intéresse pas. Il était le patron d'une des plus grosses entreprises françaises et il n'était pas une figure du patronat. Il était considéré un peu comme un personnage hors norme. Personne n'avait envie dans le patronat de venir le chercher, personne n'avait envie de l'associer, de le mettre en avant.
Et derrière ce côté un peu, donc, un peu flambard, un peu matamor, un peu vous allez voir ce que vous allez voir, il y a un côté, fondamentalement, dites-moi ce qu'il faut faire, je le fais. Et pourquoi vous m'aimez pas? Sur ses revenus et tout ce qui concernait l'argent, Carlos Ghosn était intransigeant sur les montants. Every single time I go to the shareholder, I start by answering the question about my compensation. It becomes some kind of ritual. You kind of have to come to say, this is my compensation, and that's the way it has been calculated, and these are the references. Il était particulièrement sensible sur ce sujet, et il contrôlait le message plus que quiconque. There is a fight for global talent, and for fight of global talent, money should not be a handicap, it should be an asset. En 2009, les Japonais découvrent le niveau de sa rémunération qui, à l'époque, était 7 fois plus élevé que celle de son concurrent et patron de Toyota. Là, les Japonais se disent « Ah oui, d'accord, quand même. D'accord, le gaijin, il est venu sauver l'entreprise Nissan, mais il est bien payé, le garçon. » Au Japon, quand un patron gagne plus de 900 000 euros, on trouve que c'est déjà beaucoup trop. Donc celui qui passait pour le gendre idéal, là, il commence à faire un peu autre planète. Et ça choque au Japon. Chez Nissan, on se demandait pourquoi il était aussi approuvant, alors qu'il recevait déjà un très bon salaire. Mais on ne vivait pas dans le même monde, et on avait fini par penser que c'était normal. Vu son parcours et le poste qu'il occupait, il ne me semblait pas anormal en tant que journaliste économique qu'il gagne plus de 8 millions d'euros. Moi, je considère qu'un patron d'entreprise, c'est un créateur de valeur. S'il ne crée pas de valeur, il faut le virer. Ce n'est pas un emploi dans lequel vous avez un contrat à 4 ans, pas du tout. Vous créez de la valeur, c'est évident pour les actionnaires, vous devez le payer en conséquence. Moi, je dis, je fais partie d'un marché, c'est un marché mondial. Hein. Pourquoi vous touchez 1 million, ou 4 millions, ou 6 millions? C'est quoi la référence? La référence, c'est le marché. Le patron d'une entreprise, il est vu comme étant un administrateur de biens. C'est comme ça qu'on les voit en France. Sous-entendu, un employé public, puisque l'État est à 15% dans Renault, c'est à peine si je ne suis pas un fonctionnaire. Et donc, comment il peut se permettre des salaires aussi mirobolants? On avait l'impression qu'il travaillait que pour sa poche et pour les actionnaires. Personne ne peut comprendre que dans une entreprise dont l'État est actionnaire, le patron de celle-ci augmente sa rémunération qui atteint 764 fois la valeur du SMIC. Il savait que c'était un sujet qui était porteur de tension. Dans l'entreprise, on entendait, on nous demande des efforts à nous, le top management le fait pas, la preuve, le salaire de Carlos Ghosn. Et le salaire de Carlos Ghosn était devenu délirant, on avait changé de dimension, quoi. Et d'ailleurs, on pensait qu'il touchait plus terre tellement il était payé, quoi. La réalité est qu'il y avait une concentration des postes sur moi. J'étais président du conseil d'administration de Renault et directeur général de Renault. J'étais président du conseil d'administration de Nissan et directeur général de Nissan, et président du conseil d'administration de Mitsubishi, et président de l'Alliance. La plupart des gens disent Versailles, monarchie, Louis XIV, hein, pour qui il se prend. Mais pour les étrangers, c'est pas ça, Versailles. Pour eux, c'est le symbole du génie français. C'est le rayonnement de la France. Et pour moi, je veux dire, en tant que patron de Renault,
l'image que je veux présenter de la France, c'est d'une France conquérante. Un coureur de fond, s'il dit, bon, finalement, arriver dans les 10 premiers, ça me suffit, c'est pas le même effort que vous produisez qu'en disant, il faut à tout prix que je sois numéro 1. On m'a dit, oui, M. Ghosn était obsédé par ça. Pas du tout. J'ai dit, si on devient numéro 1, c'est parce qu'on le mérite, c'est pas parce qu'on le veut. Earlier today, Nissan completed the acquisition of a 34% equity stake in Mitsubishi Motors. Il y a des tas de gens qui sont tombés des nues un jour où on est arrivé à devenir le premier groupe mondial entre Renault, Nissan et Mitsubishi. And Mitsubishi Motors becomes a full partner in the lines. En février 2018, le président Macron propose à Carlos Ghosn de renouveler une dernière fois son mandat à la tête de Renault. Emmanuel Macron y attache une condition. Carlos Ghosn doit fusionner Renault et Nissan une bonne fois pour toutes. Pour Nissan et le gouvernement japonais, c'est une déclaration de guerre. Au même moment, au cœur de Nissan, va démarrer à l'insu de Carlos Ghosn une enquête sur sa rémunération et sur des mouvements de capitaux dont il aurait bénéficié. En 2018, j'avais hésité à accepter le renouvellement de mon mandat chez Renault. Les résultats du groupe Renault en 2017 affichent un niveau record de chiffre d'affaires, de profit. Après être allé mieux, le groupe Renault va désormais bien. Fier de mon bilan, et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de passer les clés à quelqu'un d'autre. Enfin, qu'est-ce qui pouvait encore, à ce moment-là, justifier 4 ans de plus? Bien sûr, il y a les signes extérieurs du pouvoir. Bon, encore une fois, je pense qu'il se voyait encore 1 an ou 2. Enfin, il savait que ça allait se terminer. Il le savait. Et franchement, j'avais beaucoup hésité, j'ai beaucoup discuté avec ma femme. Je dois vous dire que mes enfants ne voulaient pas que je renouvelle le mandat. Ils avaient eu la bonne intuition en disant, c'est fini. Moi, je lui ai conseillé de rester parce que je considère qu'il y avait encore quelque chose à faire. Devant l'insistance, 1, du conseil d'administration de Renault, 2, des représentants de l'État français, je me suis, malheureusement pour moi, fait convaincre de repartir pour un autre mandat. Yeah. Anything special we need to feature? Il était entendu que je me concentrerai sur l'Alliance de façon à renforcer la convergence des 3 entreprises afin de remettre au bout du mandat un groupe intégré, pas fusionné, intégré, avec 3 entités autonomes. C'est ma conviction intime, c'est qu'il s'est dit à ce moment-là, I will do it. Je le ferai. Mieux, seul moi je pourrais le faire. Ça a commencé en janvier-février 2018. Les Japonais voulaient un trust, l'État français ne voulait pas entendre parler du trust, l'État français voulait une fusion. Bon, les discussions ont commencé, il y avait déjà des divergences. Cela n'était pas acceptable. Si l'on fusionnait totalement la gestion de Renault et Nissan, cela signifiait que Renault et Nissan allaient devenir une seule et même entreprise. Le résultat, c'est que Renault aurait pris le contrôle de Nissan. Inacceptable. Ils se sont dit qu'en éliminant Ghosn, le projet de fusion serait arrêté, au moins pour un temps. Ils sont despotisés. On le voyait plus, enfin moi personnellement je le voyais plus. Il avait un agenda trop complexe entre Alliance, Renault, Nissan. C'était trop pour un seul homme. Est-ce que le fait qu'il ait tout réussi depuis l'âge de 16 ans, tout, ça peut vous faire perdre le sens de la réalité? C'est possible, effectivement. Ça devait être difficile de dire à Carlos Ghosn, je suis d'un avis différent de vous. Je pense que cette distance-là, elle s'était créée, oui. Ça, je l'ai senti. Il n'est pas le seul. Mais il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, ont cette tentation de se dire, mais finalement, j'ai raison. Mais pourquoi on perd son temps? J'ai raison. Quand vous êtes dans une logique de succès, et Renault-Nissan était dans une logique de succès, c'est très difficile de remettre en cause votre mode de fonctionnement. C'est presque inhumain, d'ailleurs. So every day they don't start is a good day for us. Et pour cette raison-là, je pense qu'il est bien de savoir partir. And it's mass marketed. That means you're going to 10 ans, c'est trop long. Il faut partir, car les abus commencent. Ghosn était installé sur son trône et il en a bien profité. Ces abus ont fini par se savoir et c'est de l'intérieur de Nissan qu'il a été dénoncé. Tous les 2 ans,
on fait ce qu'on appelle la cartographie des risques majeurs. Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'est donnés? On lui a dit voilà, nous sommes en 2028. Renault n'existe plus. Renault est mort. Pourquoi? Donc dans les risques majeurs, il y a le risque de Ghosn disparaît. Ghosn disparaît, que se passe-t-il? Donc c'est un risque majeur qui peut faire tout capoter. Ça, tout le monde l'avait identifié. Ghosn lui-même était devenu une grande vulnérabilité de l'entreprise. Ghosn est un risque majeur du groupe. Moi, j'ai beaucoup discuté avec lui. Je lui ai dit, mais Carlos, il t'arrive quelque chose. Il faut qu'on ait un plan de succession pour toi. C'est le problème du comité machin, bidule truc, au niveau du conseil d'administration. Il a péché par ce côté je suis remplaçable. C'est ça son plus gros problème à Carlos Ghosn. Je l'ai vu à Paris, c'était 1 mois, même pas, 4 semaines avant son arrestation. Il marche sur l'eau, là. Tout va bien, tout tourne. Il me dit, je suis un dieu au Japon, c'est incroyable. C'est 4 semaines avant. Hein. Bah, bravo Carlos. Je suis furieux contre finalement sa naïveté. Avant tout. Comment t'as rien vu? Après 4 mois de détention préventive dans la prison de Kosuge, Carlos Ghosn est libéré sous caution et placé en résidence surveillée. 10 mois plus tard, pendant la préparation de son procès, il décide de se soustraire à la justice japonaise et organise sa fuite vers le Liban. À l'issue d'une fuite rocambolesque, il se serait caché dans une malle d'instruments de musique embarquée dans un avion d'affaires. Et à la surprise générale, Carlos Ghosn atterrit à Beyrouth le 30 décembre 2019, 14 mois après son arrestation à Tokyo. Le Japon a demandé son extradition auprès de l'État libanais. Le procès de Carlos Ghosn n'aura peut-être jamais lieu.